Orange vous présente e-Africa saison 3, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Le sport est à l'honneur cette année et dans cet épisode, vous allez découvrir le champion du monde de triple saut burkinabé Hugues Fabrice Zongo et le cavalier marocain Abdelkebir Ouaddar. Je me nomme Hugues Fabrice Zongo, je suis un athlète triple sauteur burkinabé et je suis également un étudiant en troisième année de doctorat de génie électrique. Au collège, j'avais de très bonnes notes partout, donc il fallait que j'ai au minimum 18 en sport pour pouvoir conserver mon moyenne au moins à 18. Le sport au collège, c'est des épreuves d'athlétisme qu'on faisait et donc je me suis bien mis au sérieux pour m'appliquer pour faire les lancers et puis tous les sports qui étaient bien sûr noté en fait en classe. Mais c'était vraiment loin de savoir que j'avais un talent particulier pour l'un de ces sports. Mon prof de sport justement, comme dit l'éducation physique et sportive EPS, il m'a suggéré de participer à l'USUBF. L'USUBF c'est une compétition qui réunit en fait tous les collèges de Ouaga et aussi du Burkina. J'accepte le défi tout simplement, mais loin de savoir que c'était quelque chose qui allait complètement, faire virer ma vie. Je suis allé, j'ai commencé par le 100 mètres. Le 100 mètres plat, j'ai couru. Je perds la course de 100 mètres et ça, j'accepte pas le résultat. Je voulais faire le saut en longueur. Et donc, en arrivant pour le saut en longueur, c'était déjà passé. Les horaires étaient déjà passés. Donc, je me dis, je peux quand même pas repartir à la maison avec un si piteux résultat. Et là, je vais au triple saut. Et au triple saut, je saute à ce moment 12 et quelques et je suis le meilleur en fait de la compétition. Et c'est là que monsieur Christian Sanou, qui est mon premier coach au Burkina Faso, m'a repéré. Et c'est comme ça que mon aventure en athlétisme a commencé. Alors le triple saut consiste à courir déjà et donc dans la course d'élan il y a souvent une phase de poussée, une phase où tu accélères un peu et une phase où tu arrives sur la planche en gros. À partir de la planche d'appel, j'effectue un cloche-pied d'à peu près 6,50 m. Et à ce niveau-là, il faut être suffisamment bien aligné et avoir les bras déjà en posture pour repartir en fait pour la foulée bondissante. On part pour la foulée bondissante et de la jambe gauche, l'idée, c'est d'atterrir sur la jambe droite, avec un maximum de vitesse toujours, ne rien perdre. Donc, ne pas laisser son corps aller vers l'avant ou vers l'arrière, ce qui nous déséquilibrerait et nous ferait perdre beaucoup de centimètres. Après cela, l'idée, c'est d'aller le plus loin possible dans le bac à sable pour pouvoir réaliser le meilleur saut et pouvoir gagner, bien sûr. Et donc, à partir d'ici, j'effectue un ramené. Moi, mon ramené de prédilection, c'est le ramené en ciseaux. J'effectue un ramené en ciseaux qui me permet d'atterrir à plus de 17 mètres. Bon, là, nous sommes à peu près à 17 mètres. Ça ne me permet pas de gagner encore les championnats du monde. Mais je pense que l'année prochaine, on ajoutera un de plus. En 2013, j'ai fait ma première sortie. J'ai pris mon premier avion de ma vie, voilà. C'était la première fois que je prenais l'avion, je vous assure que c'était un beau souvenir. C'était d'abord pour aller à Kazan, où il y avait les Jeux universitaires. C'était en Russie. À Kazan, et j'ai fait un saut à 15 mètres 92 et c'est ce qui m'a qualifié pour venir en France en fait. Et malheureusement, je saute 15 mètres 97 et je suis éliminé, je suis quand même 10e en fait. Je suis éliminé, je ne fais pas la finale. Ça me choque un peu, mais là en montant, en étant dans les gradins, je vois un 17 mètres sous mes yeux. J'ai dit, c'est comme ça on saute un 17 mètres. Et pourquoi j'ai pris le numéro de la personne qui a sauté 17 mètres, c'était Johan Rapinier, qui est un Français qui est en train de finir sa carrière en ce moment, mais qui saute encore. J'ai pris son contact et je lui écrivais sur Facebook. Est-ce que tu peux me donner plus d'infos, nanana. Et donc j'ai essayé d'appliquer, de jouer sur ça dans mon quotidien, essayer de vivre un peu dans la peau d'un athlète de haut niveau tout simplement.
On arrive sur la planche avec une vitesse optimale, pas forcément une vitesse maximale, parce que c'est souvent plus compliqué à gérer. Et puis bon, à vitesse maximale, on est à côté de la casse, quoi. Et donc on arrive avec une vitesse optimale, mais la plus élevée possible. Il faut vraiment pas hésiter à bombarder, comme on aime le dire, être à 90% minimum. Hein. En tout cas, moi, je suis quasiment à fond quand je cours. Et sortir le plus loin possible de la planche. C'est beaucoup plus dur que prévu, parce que je suis habitué aux meilleures installations. Mais ouais, c'est toujours un peu de nostalgie quand même de voir d'où l'on vient. Parce que là, quand je sautais ici, j'étais à 12 mètres encore. Donc, Alex Cédric Zongo, son frère. Dès ses débuts, en 2011, il avait une grande détermination. Ça se voyait déjà 2011-2012. Le mot de passe de notre ordinateur, c'était un seul objectif, les Jeux Olympiques. Ça déjà, c'était une ambition qu'il s'était fixée en fait. Il s'inspirait de personnages de manga, Chevalier du Zodiac notamment. Et bah, il essayait de surpasser ses limites, quoi. Il s'inspirait vraiment, physiquement en tout cas. J'analyse beaucoup mes sauts. Je connais mes temps de saut et ça me permet bien sûr de jouer sur ma visualisation, de pouvoir avoir un peu le meilleur timing possible. Cette analyse ou ce recul scientifique-là me donne des chiffres clairs et nets en fait. Et ça me permet justement de pouvoir les utiliser dans mes exercices de visualisation, tout simplement d'expliquer une performance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En fait, je suis le seul humain à avoir sauté 18 mètres en salle jusqu'à maintenant, voilà. C'est le record du monde, premier homme a franchi la barrière et puis blablabla, bla, 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 voilà. C'est avec beaucoup de fierté qu'on le dit, mais vous savez, les vrais sportifs de haut niveau sont quand même assez humbles parce qu'ils savent que une victoire n'est jamais définitive. Quelques mois plus tard, Hugues Fabrice est en France, à l'INSEP. C'est le grand du groupe, c'est le doyen. On l'écoute. S'il dit tu viens ici, tu fermes ta bouche. Dans le triple saut, il y a eu Christian Taylor et puis Teddy Tango, mon coach actuel, qui étaient mes deux personnes auxquelles je voulais vraiment m'identifier en fait. J'aimais juste leur style, quoi. Christian Taylor, actuellement, en 2011 et maintenant, il a 4 titres de champion du monde et 2 titres olympiques. Mon coach a été champion du monde en 2013. Aujourd'hui, je suis avec mon coach et on a essayé de battre Christian Taylor. Teddy Tango, son coach. Hugues est arrivé en fait dans la discipline au hasard, il faut le dire. Il est arrivé à 25 ans avec notre groupe. Là, on travaille énormément sur les bases. On répète. C'est dur. Physiquement, les gros points forts de Hugues, c'est sa vitesse déjà en premier lieu. C'est quelqu'un qui va très très vite. C'est le plus rapide au monde aujourd'hui dans la discipline. Lors des championnats du monde en 2019, il arrive sur la planche aussi vite que Christian Taylor, qui a couru en 45-34 aux 400 mètres, qui vaut moins de 20-50 aux 200 mètres. Ensuite, son élasticité. C'est une personne qui emmagasine énormément, mais qui s'est restitué cette énergie en fait. Plus il va vite et plus il s'est restitué de l'énergie. Donc, c'est ces 2 principales qualités. Il doit être champion olympique, c'est clair. Il a déjà été médaillé, donc c'est une case qui a déjà été cochée. Il a déjà ramené une médaille justement pour sa nation. Et je pense que lui, plus que tout le monde, attend cette médaille d'or. Donc moi, je suis derrière, je suis et j'accompagne. On ne se dit jamais qu'on a une limite, parce que c'est tellement énorme le gap qu'il y a quand on a un doute. Lorsque tu commences à foncer vers ta planche, sur ta planche d'appel en fait pour le saut, et que tu doutes un instant, tu as 1 mètre de différence avec ta perf. C'est immédiat. Lorsque j'arrive en compétition, je suis déjà extrêmement excité, à extrêmement d'adrénaline déjà. Donc moi, il faut que je tempère et que j'utilise cette adrénaline-là au goutte à goutte. Moi, j'ai développé des mots qui me permettent d'activer plus ou moins des choses parce que ces mots sont rattachés à des émotions que j'ai eu à travailler, bien sûr, par la méditation.
Et justement, ces mots, lorsque je les active, j'ai plus besoin de méditer 30 minutes pour être dans cet état. Donc quand je les utilise, je le répète, à un moment donné, je suis dans l'état émotionnel que je voulais. Je suis souvent dans un calme, mais avec bien sûr un regard de tigre. Le triple saut, de façon globale, pour moi, c'est un moyen. Ma mission, c'est d'essayer d'apporter un maximum d'espoir, en fait. Mon objectif, c'était d'ouvrir la voie des médailles mondiales et puis des médailles olympiques pour le Burkina Faso. Juste débloquer un peu les verrous mentaux des plus jeunes, surtout en Afrique. Quand on a une mission derrière cela plus noble que de sauter juste dans un bac à sable, ça peut être intéressant. En fait, pas l'or olympique sera pour le Burkina Faso. Abdelkébir Ouaddar, cavalier. Abdelkébir Ouaddar, le cavalier marocain. Je monte à cheval et mon sport, c'est le sport équestre. J'aime bien gagner. C'est un petit peu mon péché mignon, quoi. Je viens de Marrakech, dans un petit patelin qui s'appelle Aïtourir. C'est à la sortie de Marrakech. C'est là où je suis né. Je suis resté là-bas jusqu'à l'âge de 8 ans. Et c'est là où la princesse Lalla Fatima Zora, la sœur de Sa Majesté, que Dieu a son âme, Hassan II, et m'a ramené chez elle à Rabat pour étudier, en même temps faire du cheval. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du cheval avec son fils. La princesse est venue chez quelqu'un de sa famille qui était gouverneur à l'époque de ce patelin. Et il nous voyait jouer avec les enfants au foot à côté de la ruelle, comme ça, on s'amusait. Et puis il passe, il regarde. Il dit, ce garçon-là, c'est qui son père? J'aimerais bien lui parler à son papa. Le gouverneur est venu parler avec ma famille, tout ça. Il dit, la princesse aimerait bien que ton fils soit élevé avec les miens. Ma mère, c'était impossible. Elle voulait pas. Elle pleurait tous les jours. Que Dieu me pardonne, c'est la vérité. Et mon père, il a dit, écoute, pourquoi pas, la famille royale, il va pas être malheureux. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé chez la princesse Lalla Fatima Zora. C'était trop difficile pour moi. Mais en même temps, je voulais vraiment y aller parce que je me suis dit, petit quand même, j'étais très, très malin. Je disais, pourquoi pas? C'est des gens qui sont vraiment super gentils, tout ça, et je vais être élevé avec ces enfants. Donc, franchement, c'était le cas. Ils s'est occupé de moi comme si c'était un de ses enfants. Tous les mois, il m'envoie avec un chauffeur pour y aller voir ma famille parce que c'est vrai que ma maman, pendant 4 ou 5 mois, elle était vraiment très très mal. Il était pas bien, il pleurait tout le temps. Mon fils, je sais pas, est-ce qu'il dort bien? Je sais pas, c'est normal. C'est le cœur d'une maman. Et là, ça l'a soulagé, etc. Et puis, après le retour, il m'a dit, j'ai failli bousiller un petit peu ton avenir, si tu veux, parce que j'étais pas d'accord que tu ailles. Il m'a dit, finalement, ton parcours que tu as fait jusque-là, tu aurais dû rester ici. Je pense pas que ça va être la même chose, et c'est la vérité. C'était la princesse Lalla Amina, la sœur de Lalla Fatima Zora, et c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier. C'était elle qui me mettait sur le cheval, elle tenait la longe et tout ça, il me dit voilà, tu fais comme ça avec tes mains, il me fait des gestes et tout ça. Et dans ma tête, je dis oh là là, il va me faire tomber, c'est pas possible. Et puis à chaque fois, quand il revenait me chercher, je me sauvais, je sautais le jardin et je partais de l'autre côté et je me cachais pour ne pas y monter avec elle. Mais au bout d'une semaine, j'attendais vraiment qu'il vienne pour y aller monter à cheval parce que j'essayais vraiment de tomber amoureux du cheval et puis je voulais absolument apprendre. C'est la première fois que je le monte, lui. Et comme c'est un jeune, il s'amuse, il est content. C'est juste de guetter. Donc je le laisse faire et il s'amuse, il vaut mieux qu'il s'amuse comme ça que d'avoir peur. Depuis le jour où j'ai commencé à monter à cheval, ma tête et tout mon truc, mes pensées, c'est dans le cheval. Et la princesse, elle a compris ça. Au bout d'un moment, elle me dit, écoute, Kébir, je crois que tu vas faire du cheval, mais tu vas souffrir avant de devenir un beau cavalier. Ça veut dire que tu dois y aller faire des stages, etc., etc. Et c'est ce que j'ai fait.
Donc je faisais tous les 3 mois, je venais en France à Chantilly pour apprendre. Et puis quand je suis aux écuries, il n'y a pas de cadeau. Hein. Tu as 6 chevaux, tu dois faire les box, tu dois les monter, tu dois les soigner. Il n'y a pas de chichi, ça veut pas dire tu es là, tu dois monter juste à cheval, etc. Non, tu dois t'occuper du cheval du A jusqu'à Z. C'est vrai que j'en ai souffert. Hein. Parce qu'arriver à Chantilly, il fait tellement très froid, tu te lèves le matin, tu sens plus tes mains ni tes pieds. On n'a pas l'habitude, non, on vient du Maroc, donc ici il fait tellement froid. Plusieurs fois, tu te dis, est-ce que je dois continuer ou je dois m'arrêter? Mais j'avais un truc, je me dis toujours, je ne veux pas décevoir les gens qui m'ont tendu la main pour m'aider. Sa Majesté, il me dit, comment ça se fait que nous, on n'est pas dans le haut niveau? Il dit, le haut niveau, il faut des chevaux, etc. Il m'a dit, mais si jamais un jour je t'achète un bon cheval. Et écoute, j'ai dit, oui, je vais aller au haut niveau. Bon, avec ma gueule comme ça, tu vois. Je vais aller au haut niveau. Marcel Rosier, son entraîneur. Le jour où Kébir a demandé à venir chez moi, Sa Majesté m'a demandé de lui trouver un cheval. Et j'ai trouvé Quickly. J'ai dit à Kébir, ça c'est ton cheval. Connaissant le cavalier, il est fougueux. Il faut un cheval avec du sang. Et on a réussi à acquérir Quickly de Crister, qui est devenu le meilleur cheval du monde. C'est un cheval qui était très difficile. Je n'arrive pas à faire un sans faute avec lui. Il y a toujours des petits malentendus avec lui, où je lui tire peut-être sur la bouche trop, il aime pas, ou peut-être je bouge la cravache. Parce que c'est un cheval qui a beaucoup de caractère et qui a beaucoup de personnalité. La première fois où je l'ai monté dans un concours à Lyon. Et puis dans un tournant, j'ai essayé de le toucher avec la cravache, il s'est fâché et il m'a mis dans un coin, comme pour me dire, c'est la dernière fois que tu me touches. Jusqu'au jour où je lui demandais pardon et que on s'entendait, à ce moment-là, on est parti dans un truc vraiment après ça a été que du rêve, après c'était magnifique. Pardon, c'est de ne plus lui faire les choses qu'il aime pas, de le câliner, lui donner des carottes, de rester avec lui des heures et des heures dans le box, à lui parler, tout ça, et ils adorent ça. À la maison, tu peux le travailler, on dirait un poney, il bouge pas, il est vraiment gentil, mais le jour où il y a la compétition, dès qu'il rentre en piste et qu'il entend la cloche sonner, je vous promets qu'il change de truc, il se gonfle, il dit tiens maintenant on va y aller, on va attaquer quoi. C'est un guerrier. J'ai eu des moments avec Kébir exceptionnels. Nous avons fait la tournée des Émirats, premier concours, il gagne 2 sur 2. On change d'endroit, le week-end d'après, il gagne 2 sur 2. On arrive à Doha, on regagne. C'était le cheval de... En plus on me dit à me voir, est-ce qu'il est avant? Je dis non, Sa Majesté devant faire ses chevaux. Il est pas marchand de chevaux, on va dire. Je suis venu chez Marcel maintenant il y a plus de 8 ans. C'était une rencontre vraiment superbe parce que c'est vrai que c'est une légende d'équitation. Et aujourd'hui, je suis arrivé à ça, c'est grâce à lui aussi parce qu'il m'a appris beaucoup de bonnes choses, beaucoup de techniques que moi j'avais pas, etc. Et il m'a toujours traité comme un de ses enfants. C'est le père et son fils, son 4e fils. Moi, mon rôle, c'était de le manager, mais plutôt le calmer que de le chauffer. Parce qu'il était un peu chaud, il voulait toujours gagner. C'est bien de vouloir gagner. Mais après, il faut régler. Parce qu'on va à la faute. Et il ne faut pas aller à la faute. Et ça, il a bien compris. À Stuttgart, on était invités avec Marcel. Et Stuttgart, c'est le pays du cheval où il y a tous les Allemands, etc. Il y avait un Allemand qui a gagné, qui montait super bien. Mais il a fait un parcours dessiné comme pas possible. Les Allemands, ils étaient debout dans les gradins, en train de taper, etc. Je rentre. Je gagne de 2 secondes le premier, mais ils n'avaient pas le drapeau. Et ils s'attendaient jamais qu'un Marocain allait gagner à Stuttgart. Donc ils n'avaient pas le drapeau et j'ai dit non, je ne rentre pas s'il n'y avait pas mon drapeau. Je suis resté bloqué la remise des prix jusqu'au moment où ils ont ramené un drapeau. Et du coup, Sa Majesté m'a envoyé 2 valises de drapeaux. À chaque fois quand je pars dans un pays où il n'y a pas de drapeau, je leur dis vous n'avez pas le drapeau, le voilà. J'ai beaucoup de respect pour mes chevaux parce que je pense qu'ils font 10 fois ce qu'on leur demande. Quand je suis sur mon cheval, j'ai l'impression que son cœur, il bat que pour moi. On n'est plus 2, on n'est plus qu'un cavalier au cheval, mais une seule personne. C'est un animal un petit peu impressionnant parce qu'il a tellement une force incroyable, mais on peut l'avoir qu'avec
avec de l'amour, quoi. Il faut vraiment, et ils les sentent, les chevaux, ils sentent quand tu les aimes vraiment. Ton cheval, justement, il doit avoir confiance en toi et de dire, tiens, je vais passer de l'autre côté, parce que des fois, il y a des obstacles que tu vois même pas de l'autre côté. Et le cheval, il te fait tellement confiance, mais il saute quand même, il sait pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est ça, la vraie classe des chevaux. C'est pas facile, des fois, quand on est là-haut, et au bout d'un moment, on se retrouve en bas. Mais c'est là où il faut vraiment avoir le courage de dire, même si je suis en bas, je vais remonter en haut parce que je dois travailler et tu retravailles encore dur pour y aller. Les années passent. Quickly, malheureusement, il a eu des petits problèmes de santé. Et puis, il fallait retrouver un autre cheval. Quand il est parti Quickly, il a pris sa retraite. Je me suis dit, si je m'en sors pas avec Istanbul, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. J'aimais beaucoup le cheval, mais très compliqué. Je pensais qu'on n'y arriverait pas. Elle était très difficile. Il avait peur des autres chevaux. Dès qu'il les rencontre comme ça, il fait des demi-tours. Il m'a blessé 2-3 fois sur des blessures d'adducteur et tout ça parce qu'il a peur des autres. J'essaie de le rassurer, etc. Mais quand il rentre à l'intérieur, il a peur de rien. Il a tellement une qualité de saut incroyable. C'est là où tu vois vraiment les bons. De toute façon, toujours les cracks, c'est comme ça, ils ont un problème. Les génies dans leur tête, ils ont un souci quelque part. Et ben c'est pareil avec les chevaux. Je me suis cassé la tête avec lui au début. Là, il est en train de me le rendre avec toute la joie du monde, quoi. À Istanbul. Il a une manie quand je lui gratte le dos. Il adore ça. Hein, petit câlin de la journée, hein. Regarde. Bien sûr. Des câlins, hein. J'adore ça. Hein. Kébir, il a un très bon contact avec le grand public. C'est difficile dans le sport, lorsque vous arrivez. Et lui, il a été, on va dire, adopté par tous les cavaliers. Tout le monde aime Kébir. Je vais vous dire un truc, chaque fois, quand il y a un concours un week-end, le premier parcours que je vais faire, mon cœur est bat tellement à fond que je me dis, qu'est-ce qui se passe? Le jour où je vais pas avoir peur comme ça, je dois arrêter parce que doit m'arriver quelque chose. J'ai quand même 60 ans. Donc il faut faire très attention à ce que je mange. Je fais beaucoup de sport, je cours, je fais des trucs pour renforcer un petit peu les muscles. Le matin, je me lève de bonne heure à 6 heures et je fais ça tous les jours. Franchement, bon cavalier, je ne peux pas dire que je suis un bon cavalier. Je suis comme tous les autres. Mais des fois, comme je t'ai dit, c'est le travail qui paye. Gagner dans son pays et surtout le public qu'il y avait au moins 4 ou 5 000 personnes. Et ce qui m'a touché encore plus, c'est quand ils ont mis le hymne national et tous les gamins et tout ça, ils ont commencé à chanter le hymne national. Et du coup, ça m'a donné un truc, j'avais les larmes aux yeux. Enfin, je me cachais, tellement de joie, tellement j'étais content. Jamais j'ai pensé qu'un jour j'allais devenir champion du Maroc et puis aller aux Jeux Olympiques aussi, surtout. La princesse Lalla Fatima Zora, le jour où il allait mourir, il m'a appelé. Et il m'a dit, j'étais vraiment fier de toi et de tout ce que tu as fait pour ton pays. Le premier regard où je t'ai vu, je savais qu'il y avait quelque chose en toi. C'est comme ça qu'il a regardé. Donc, franchement, quand il m'avait dit ça, j'avais les larmes aux yeux quand il m'a parlé de ce truc-là. Et ça m'a vraiment touché ce qu'il m'a dit. Orange vous a présenté Yafrika, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Dans le prochain épisode, retrouvez le parcours des marathoniens kényans Amos Kipruto et Sebastian Sawe.